Merci d'être là parce que ce soir, on va fermer les portes. Hein. Ça va se terminer, cette 35e édition du Festival Étonnant Voyageur. Et vous êtes encore là et nous sommes très, très heureux de vous retrouver avec de nouveaux auteurs sur ce plateau. En compagnie d'Élie Guilloux. Je vous rappelle que Élie fait son entrée sur le plateau du Café littéraire cette année, ainsi que Anne Plantier, que vous avez pu voir déjà et que vous allez revoir tout à l'heure. Je redis juste un mot à propos d'Élie. Est-ce que ton livre est sur le Salon du Livre, Élie ? Alors, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a le premier, il est aux éditions La Rumeur Libre, et je l'ai vu. Celui-là, je ne sais pas, il est chez Hachette, mais c'est mon éditrice qui va être contente que tu le présentes tout le temps comme ça. Quand même, c'est la moindre des choses. Élie, il a déjà écrit 2 livres. C'est un curieux. C'est quelqu'un que j'ai repéré tout de suite. Je me suis dit, celui-là, pour la suite, il va être bien, bien, bien. Donc, je suis très heureuse. Et si vous avez l'occasion de le lire, ne le manquez pas. Celui-ci s'appelle L'Homme tempéré, paru à La Belle Étoile. C'est ça. Voilà. Et donc, sur ce plateau, on retrouve Eliza Burnham, qui est interprète et qui a été, comme je le disais hier, mais je le rappelle pour vous, si vous n'étiez pas là hier, qui est la première interprète professionnelle que nous avons eue au Café littéraire d'Étonnants Voyageurs. Avant, on faisait appel un petit peu aux amis écrivains ou éditeurs qui parlaient la langue et qui venaient traduire. C'était un petit peu folklore. Quand vous voyez les archives, vous voyez ça. C'est assez marrant à revoir. Et à côté d'elle, Peter May, qui lui aussi fait son retour à Étonnant Voyageur. Peter May, il était avec nous au Salon du Livre de Paris. Alors, le Salon du Livre de Paris, il faut que je vous explique, c'était en 95, je crois. 96. Le festival existait donc déjà depuis quelques années, puisqu'on a commencé en 90. Et à ce moment-là, le syndicat national des éditeurs nous avait demandé d'inventer un lieu qui ressemble au café littéraire, au Salon du Livre de Paris, ce que nous avons fait avec grand plaisir. Et Peter May était déjà un de nos invités. Et puis l'année suivante, on avait fait... ils n'avaient pas trop de sous pour nous payer, comme il y avait quand même les caméras, les réalisateurs, etc., plus les animateurs, plus nous. On avait fait appel à un grand organisme littéraire, je peux le dire, la FNAC. Hein. On a fait appel à la FNAC, on a fait rentrer le loup dans la bergerie, qui n'avait jamais mis les pieds au Salon du Livre de Paris, et l'année suivante... On n'était plus là, mais eux, oui. Voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. Voilà. Donc, Peter May, on est très content qu'il soit avec nous aussi. Puis, à côté de moi, quelqu'un que je n'ai pas eu l'occasion encore de rencontrer, mais c'est Élie qui a lu son livre, Rodrigo Blanco Calderón, qui va nous parler de ce livre paru chez Gallimard, de l'amour des chiens. À côté de moi, quelqu'un que vous connaissez, parce que c'est un grand habitué du festival, il fait partie du jury du prix Ouest France Étonnant Voyageur, qu'il a eu lui-même il y a quelques années. Je m'en rappelle encore, il était en pleurs sur le plateau. C'est vrai, non, c'est vrai. Et donc, tu sors un nouveau livre qui sera présenté tout à l'heure par Élie, qui s'intitule « N'oublie pas notre Arménie », avec bien sûr les éditions Zulma. Et puis, il faut aussi parler de cette revue dont voici le nouveau numéro, revue éditée par les éditions Zulma, une revue qui a été créée par des gens que nous on connaît bien ici, Hubert Haddad, Yaria Bellaskri, Jean-Marie Blas de Robles, etc., etc. Tu nous dis juste un mot sur ce dernier numéro qui vient de paraître Alors, numéro 10, c'est Humanité, avec la parenthèse pour le S, c'est-à-dire notre humanité, nos humanités. C'est la même interrogation depuis le premier numéro, quand on a commencé avec les galaxies identitaires. C'est toujours s'interroger sur notre présence au monde et comment faire face à l'indicible. Et donc, nous sommes décentrés dans la Méditerranée, mais on fait appel à des créateurs du monde entier. Et dans ce numéro, nous avons un dossier remarquable, important, sur les aborigènes d'Australie et les poètes de cette région, dont on connaît très peu de choses, et c'est fabuleux. Les Antilles anglaises, la littérature tzigane, les poètes algériens, et des contributions venant du monde entier,
du Chili, du Pérou, du Soudan, de partout, du monde. Une grande richesse, cette revue Apulée. Il faut absolument que vous la découvriez si vous ne la connaissez pas. Et Yaria parlera donc de son dernier livre, N'oublie pas notre Arménie. Et puis, il est arrivé avec ce petit opuscule sous le bras. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Ah ben, c'est mon dernier recueil de poésie, de poèmes poétiques, de sable et de vent. On en dira un petit mot. Enfin, tu nous en diras un petit mot parce que je ne l'ai pas lu, je viens de le découvrir. Voilà. Et mais on va commencer, je crois, Élie, avec Rodrigo Blanco Rodrigo Calderón. Bienvenue. Je vais vous présenter, c'est la première fois que vous êtes au festival. Vous êtes romancier, vous êtes novelliste aussi. Vous êtes né à Caracas au Venezuela, où vous avez été diplômé en lettres à l'Université centrale du Venezuela. Et puis vous avez poursuivi vos études en France. Vous avez obtenu un doctorat de recherche littéraire à l'Université Paris 13. Et vous parlez français, donc il n'y aura pas d'interprétariat. Vous êtes une des figures émergentes de la littérature latino-américaine. Votre premier roman, The Night, est paru chez Gallimard en 2016 et il a obtenu le prix Rive Gauche à Paris la même année et le prix international Mario Vargas Llosa en 2019. Il y a une nouvelle aussi, Les Fous de Paris, qui a remporté le prix Henry en 2022 et qui a intégré The Best Short Stories 2023 aux États-Unis. Et vous êtes ici pour donc ce roman, votre second roman, L'amour des chiens, paru chez Gallimard. Alors je vais raconter un petit peu, introduire l'histoire à tout le monde. Donc l'histoire, ça se passe au Venezuela, dans un pays que vous décrivez vraiment en débâcle à la fois économique, politique et moral. Les rues sont vides, les habitants les plus riches fuient à l'étranger et les chiens sont abandonnés dans les rues par les familles qui fuient, quoi. Et on suit Ulysse, qui vient de se faire, lui, abandonné par sa femme. Elle choisit de quitter le pays et lui, il choisit de rester. Et sa femme, c'est la fille d'un ancien général, mais qui a l'air encore très influent, et qui vit seule dans une immense propriété de Caracas, avec un parc encore plus grand à l'ombre du mont Avila. Et en fait, il y a un lien qui s'est tissé entre Ulysse et ce général, ce qui vient que quand la fille part, ce lien demeure et se développe. Et à tel point que quand le général meurt, il lègue à Ulysse le grand appartement en centre-ville, mais surtout, il lui lègue en fait son immense demeure dans le centre de Caracas, mais avec une mission. Il y a une condition. Donc la propriété, il faut le dire, s'appelle les Argonautes. Et donc la mission, c'est celle-là, c'est qu'il a 8 mois pour transformer ce palais en refuge pour les chiens. Donc, il veut faire en fait une fondation où les chiens pourraient être recueillis, soignés, nourris, sauvés. Et donc le roman raconte un peu cette course contre la montre, et évidemment tout se complique assez vite puisque le pays dysfonctionne et ce palais suscite des convoitises. Et en fait, j'aimerais commencer par cette question en fait, qui se pose à vos personnages dès le début, qui est cette question qui est partir, quitter le pays ou rester, et quel est le prix de chaque choix, et pourquoi c'était important pour vous de le camper dès le début du roman, en fait, ce choix-là. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est la première fois que je prends un café avec autant de monde. Mais je suis très, très content. Et oui, je suis un des 9 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays pendant les dernières années. Alors, quand on parle du Venezuela, on oublie souvent que la plupart de la population a resté dans le Venezuela, mais les personnes qui encore habitent au Venezuela vivent la situation aussi comme un exil. Non? Comme un exil. Comme un exil, oui. C'est les deux parties du pays qui sont exilées un des autres. Non? Et moi, comme émigré, je n'avais pas envie de parler de ma vie à Paris, parce que j'écris ce roman quand j'étais à Paris. Mais je préférais choisir les points de vue de quelqu'un qui a resté à Caracas, parce que j'ai l'impression que les Vénézuéliens qui ont resté ont la sensation qu'ils se sont un peu abandonnés par les autres, ou qu'ils n'ont pas été très intelligents pour fuir tout de suite. C'est un sentiment d'abandonnement qui se lie bien avec l'idée de mon personnage, parce que Ulysses Kahn, c'est un cinéphile, mais surtout c'est un orphelin. C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'est une famille. Je crois qu'un des
grande question de mon roman que je n'avais pas prévu au début. Et en fait, on sent, dans le roman, il y a une espèce de plainte souterraine qui traverse tous les personnages et qui est à la fois très douloureuse et très belle. C'est comme un peu un sanglot contenu. Et au milieu de toute cette débâcle, c'est ce qui donne le titre, en tout cas en français, au livre. En espagnol, c'est Simpatia, le titre. Mais en français, c'est l'amour des chiens. Et donc, au milieu de tout cet abandon, de ce chaos, il y a ces chiens et vous avez choisi de leur donner une place centrale. Pourquoi c'est si important, dans votre roman, de prendre soin de ces chiens-là? Bon, au début, parce que j'adore les chiens. Je suis un fou des chiens. Et quand j'étais à Paris, j'ai travaillé pour gagner un peu plus d'argent comme dog sitter. Et c'était l'unique manière de avoir la possibilité de parler avec les autres Parisiens dans la rue, parce qu'avec un chien, tout le monde te regarde, tout le monde s'approche. Et les chiens pour moi, sont des petits dieux, sont des êtres magiques. Alors ça m'a beaucoup impressionné de connaître la situation des chiens au Venezuela, parce que dans la même époque où j'habitais à Paris, ma famille à Caracas, ils ont créé une fondation pour accueillir des chiens errants. Et ils me racontaient toutes les pénuries, toute la situation vraiment difficile avec les chiens. Ça m'a donné l'idée de mon roman, parce que quand on parle de Venezuela aussi, c'est une dictature, c'est vrai. Et je crois que toute la société vénézuélienne est la victime d'un régime totalitaire. Mais le problème avec le régime totalitaire est qu'il transforme les personnes, ou même la société aussi, en victimaires des êtres plus débiles. Et je pense que ce sont les animaux, et surtout les chiens. Et on sent qu'il y a presque un enjeu pour les habitants, en tout cas pour votre héros et ceux qui l'entourent, de sauver presque leur âme. Et en fait, les chiens, quand il dit pour lui c'est presque des dieux, il les compare même au Christ. Il y a un petit passage que je peux lire. « Ils sont comme le Christ », pensa Ulises en marchant vers l'endroit où se tenait Nadine. « Ils prennent sur eux la douleur des êtres, mais sans nécessité de crucifixion ni de souffrance. Il leur suffit de remuer la queue, de s'agiter comme des fous pour concentrer autour d'eux les ondes électromagnétiques de la joie. Les chiens sont comme le Christ, mais fous, songea Ulises. Ce sont les Christ fous de la joie. » C'est trop beau. Et il y a, dans votre livre, il y a toute cette réalité sociale qui est décrite, mais il y a plein de moments où on décolle en fait de cette réalité sociale par des moments de transe, des moments de rêve, des moments de fièvre, et qui viennent comme donner d'autres harmoniques à cette réalité. Alors, quand j'ai commencé à parler de votre livre autour de moi, je suis en train de lire un livre super et tout le monde me disait ah, les Sud-Américains, le réalisme magique, j'ai l'impression qu'on appuyait sur un bouton et tout le monde partait sur le réalisme magique. Mais c'est pas exactement ça. J'ai l'impression que c'est plutôt des états de conscience modifiés. Et il y a des moments d'extase, notamment votre personnage à un moment. Et vous avez une phrase qui m'a beaucoup intéressé, un équilibre que cherche votre personnage qui dit un état qui serait ni démonstration sordide de l'absurdité du monde, ni révélation d'une harmonie secrète qui réconcilie les deux contraires. Et il y a une espèce de ligne de crête comme ça que vous-même vous cherchez dans le livre. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cet équilibre entre ce ni et ni? Bon, je vais te contrater pour présenter mon livre partout, parce que tu parles très bien de l'argument. Et c'est vrai, quand on est latino-américain, tout le monde dit réalisme magico. Ouais. Mais moi, je préfère le mot réalisme gothique, parce que c'est plutôt obscur ce qui se passe en Venezuela ou même l'Amérique latine. Et moi, oui, je préfère raconter des situations où les frontières entre la réalité et le rêve, la réalité et la fantasy sont pas très définies. Et pour moi, ça, c'est plus riche de dire que la réalité dans l'Amérique latine, c'est magique. Ça ne veut rien dire. Non? La réalité en Amérique latine, c'est magique, mais c'est tragique, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'autres façons de s'approcher à cette réalité. Et moi, je suis un passionné de la littérature française, du surréalisme, de la poésie et de la poésie vénézuélienne aussi. Et je préfère les écrivains qui établissent une relation plutôt fluide, non,
avec la réalité. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'écrire un roman avec des différents niveaux d'interprétation. Je crois que les lecteurs un peu distraits resteront seulement avec les étiquettes, mais je fais les paris pour chercher des lecteurs qui comme vous, peut-être peut lire d'autres niveaux d'interprétation. Parce qu'il y a cette chose qui est très délicate dans le livre, c'est qu'on passe d'un état de conscience à un autre, mais de manière très très progressive, ce qui fait qu'il y a des moments où moi j'ai dû revenir en arrière pour me dire mais est-ce que j'ai raté quelque chose? Et non, en fait c'est simplement qu'on monte dans les états, on redescend et tout ça est fait de manière très très fluide. Alors il y a une écrivaine que vous mettez en scène dans le livre, qui est Elisabeth von Arnim, qui a écrit elle-même un livre sur son rapport avec les chiens. Et je me suis demandé si ça avait été un des déclencheurs de l'idée du roman, ou vous l'aviez rencontré en cours de route, cette écrivaine que moi je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un modèle? Non, j'avais commencé à écrire le roman et après, je me souvenais que j'avais acheté quelques années un livre, les mémoires d'Elisabeth von Arnim, intitulé « Tous les chiens de ma vie ». C'est un livre de mémoire impressionnant parce que Elisabeth von Arnim, c'était un écrivain australien très très connu au début du XXe siècle, mais elle a choisi pour la fin de sa vie, pour raconter l'histoire de sa vie, de parler pas de ses maris, ses enfants. Elle ne parlait que de ses chiens, les différents chiens qu'elle a eus dans sa vie. Et c'est un livre que je vous recommande parce que c'est vraiment touchant, c'est vraiment un bel livre douloureux. Et c'est là que j'ai trouvé la phrase qui sert comme épigraphe. Je ne sais pas si tu peux le lire pour... Oui, la citation qui ouvre le livre de Elisabeth von Arnim, c'est j'aimerais bien dire quand même que même si bien sûr il y a les parents, il y a les maris, il y a les enfants, il y a les amants, les amis et tout ça, bon, ils sont très bien, mais ils ne sont pas des chiens. Et il y a cette autre citation de Vicente Gervasi qui dit « Un grand chien te suit, le chien fidèle et lent de notre éloignement ». Et c'est bien choisi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rodrigo Blanco Calderón, de l'amour des chiens, paru chez Gallimard. Alors, on va enchaîner avec le livre de Peter May, que j'ai tellement de plaisir à retrouver. Donc, j'ai parlé de Peter au Salon du Livre de Paris. Il était venu avant au Festival Étonnant Voyageur, bien sûr. Et il me rappelait tout à l'heure qu'en plus, je l'ai emmené aussi au Festival Interceltique de Lorient, où pendant tout un temps, l'équipe Étonnant Voyageur a animé un lieu qui ne s'appelait pas le Café littéraire, mais à Lorient, forcément, ça s'appelait le Bistrot littéraire. Et c'est vrai qu'on a emmené Peter là-bas aussi pour parler de ses livres. Alors Peter May est né à Glasgow, habite dans le sud de la France depuis déjà pas mal d'années maintenant. Il a été journaliste, il a quitté ce métier pour devenir producteur, scénariste et réalisateur de séries dramatiques pour la télévision britannique. Il est très très connu là-bas, il a écrit plus de 1000 scénarios en 15 ans. Dans les années 90, il est également co-auteur et producteur d'une grande série dramatique en langue gaélique, tournée sur l'île de Lewis, là où l'histoire va se passer aussi, aux îles Hébrides, et qui fut nommée au Festival du film celtique. En 1996, il s'installe dans le sud de la France et se consacre aux romans, des romans qui nous font voyager. Vous savez, des romans policiers, mais dont l'intrigue nous fait découvrir des pays, moi tout ce que j'adore, des cultures différentes, et qui donnent à voir des différentes façons de vivre, de travailler, d'enquêter. Je me rappelle encore, je ne sais pas si on la trouve, mais je l'espère que oui, la série chinoise débutée avec Meurtre à Pékin en 1999, qui mettait déjà en scène un détective chinois, Li Yan, et une pathologiste américaine, Margaret Campbell. Et cette série a été acclamée. Et à l'époque, Peter, vous avez pu accéder aux coulisses des enquêteurs chinois en criminologie. Et en me remémorant ça, je me disais, serait-ce encore possible de nos jours ?
Je ne crois pas. Oui, je ne crois pas non plus. La Chine a changé beaucoup. Ouais. D'abord, je dois dire que je suis 100% d'accord avec Rodrigo autour des chiens. Vive les chiens? Oui, oui, oui. J'ai un petit chien qui était très triste quand je suis parti vendredi à venir ici. Il reste toujours derrière la porte en attente pour moi. Oh. Ma femme m'a envoyé les photos. Oh, Mais demain je vais rentrer. Il va le retrouver. Donc, et ça vous avait même valu à l'époque quand même d'être nommé membre honoraire de l'Association des écrivains de romans policiers chinois. C'est quand même à signaler. Et puis, alors, sinon, il y a la trilogie écossaise, L'île des chasseurs d'oiseaux, paru en 2014, L'homme de Lewis en 2011, Le braconnier du lac perdu en 2012, je dis ça dans le désordre, tous primés, ils ont tous eu des prix. Et puis alors, je ne vous parlerai pas de tous les autres parce que sa biographie, sa bibliographie, la voilà. Donc on peut y passer tout le temps de la rencontre. Et moi, je veux qu'on parle quand même de ce livre, L'Oc Noir, paru toujours aux éditions du Rouergue Noir, et qui nous ramène dans l'île de Lewis. Oui. C'était jamais mon intention d'écrire un 4e livre dans la série chinoise, série écossaise. Oui, parce que c'était une trilogie. Et maintenant, c'est une tétralogie, je crois. Mais, comme j'ai dit, c'était jamais mon intention de faire ça. Mais en 2020, j'ai fait beaucoup de préparations pour un nouveau livre qui va se dérouler dans le norvégien archipel de Svalbard, dans le cercle polaire arctique, et avec 2 thèmes différents. Un des thèmes, c'était le changement climatique. Deuxième, c'était Finn McLeod. Son fils, il est un scientifique, homme scientifique dans l'archipel, et il était accusé de meurtre. Et Finn est allé, pas toujours un officier de police, mais il est allé à Svalbard pour défendre son fils. Son fils? Oui, mais le problème, c'était, j'ai réservé tous les vols, l'hôtel, toutes les interviews sur l'archipel, et le voyage était prévu pour le mois de mai 2020. Et voilà, Covid est arrivé, mois de mars, tout était abandonné, le livre en plus. Et j'ai écrit quelque chose de complètement différent pendant le confinement. Après, oui. mes pensées retournaient vers les idées pour le livre de Svalbard. Et j'ai pris un des thèmes, changement climatique, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Tempête sur Kinlochleven, qui a sorti l'année dernière. Mais toujours dans ma tête, Finn McLeod, il a resté là. Finn et son fils. C'était pas possible d'écrire le livre à Svalbard. Le moment a passé. Et j'ai décidé, peut-être c'est possible pour moi de repenser, de mettre l'histoire sur l'île de Lewis pour faire un cercle complet avec les personnages. Et on peut revisiter les personnages après 12 ans pour découvrir ce qui s'est passé pendant les 12 ans. Alors on retrouve d'abord Finn aussi qui a changé de métier en fait au début du livre. Oui. Il a changé de métier, enfin comme le monde change, donc il n'est plus enquêteur, enfin il n'est plus policier, mais si d'une certaine manière il est encore un peu puisque là il travaille sur comment est-ce qu'on appelle le Internet, sur les sites interdits, oui. des choses comme ça. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Non, il n'est pas content, pas du tout. Pas du tout content. Sur l'Internet, il voit les choses affreuses, il paraît. Affreux. Oui. Et puis,
dans sa tête, il veut quitter son boulot. Et quand il reçoit le nouveau que son fils est accusé de meurtre, c'est une opportunité de quitter son boulot et retourner sur l'île de Lewis. Alors donc là-bas, où est-ce qu'on la situe, l'île, cette île? C'est les Hébrides extérieures de l'Écosse, dans l'extrême nord-ouest de l'Écosse. Ouais. Et donc il va retourner là-bas où il a plein de souvenirs, des souvenirs douloureux aussi, des souvenirs de jeunesse. Et puis il va y avoir cette confrontation, cette première rencontre avec son fils qui est donc arrêté, qui a été arrêté en plus par son ancien adjoint. Oui. qui était aussi son ami dont les preuves de ce crime sont accablantes pour le fils. Et le fils, il a visiblement pas envie de se défendre. Et c'est un choc terrible pour ses parents, pour Marcel, comment on dit, Marshall et Finn. La femme, la mère. Parce que Marshall, elle croit toujours qu'il n'est pas coupable, mais Finn, comme il était un flic avant, il a pensé que peut-être c'est vrai, et il fait les enquêtes, et plus en plus, il croit que peut-être son fils est en fait un meurtrier. Alors on va pas dire s'il l'est ou s'il l'est pas. C'est surtout pas intéressant de le dévoiler. Mais ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que ça se passe donc. Il y a deux romans dans le roman. Il y a aussi le roman écologique en quelque sorte, le roman qui va dénoncer l'élevage de saumon par exemple. Et alors là, on apprend des choses absolument incroyables que j'ignorais totalement. Ça donne pas très envie de manger du saumon, à vrai dire. Mais des choses terribles, l'histoire des poux de mer. Alors, ce sont des saumons qui sont des saumons d'élevage, mais qui sont vendus comme des saumons sauvages, c'est ça? On triche, ils trichent en fait. Oui. Pendant les années 90, j'étais un producteur sur une série de télévision en gallique et on a tourné la série 100% sur l'île de Lewis. Et à l'époque, l'élevage des saumons, c'était dans son enfance. C'était comme une petite extension des petites fermes. Et il y avait beaucoup de cages pour les saumons, mais très petit. Depuis quand c'est devenu une entreprise énorme autour du monde, vaut plusieurs billions de dollars. Et alors les méthodes adoptées par les grandes entreprises pour l'élevage de saumon sont affreux, absolument affreux. Ils gardent trop des poissons dans les cages. Ils sont infestés par les pousses de mer et par les maladies. Ils sont maltraités. Quand les entreprises tentaient de supprimer les pousses de mer, c'était un procès heureux. Qui est décrit horrifique dans le livre. Oui. Et j'ai contacté un activiste qui a fait les vidéos clandestines dans les grandes fermes. Et on a vu les poissons moitié mangés vivants par les pousses de mer. Et même la couleur du chair des poissons, c'est grise. C'est horrible. Ils donnent les poissons à taille. Une tature. Une tature. Un produit qui teint. Pour produire pour les rendre roses. Oui, exactement. Et c'est horrible. Je ne vais manger jamais encore les saumons après cette recherche. Alors,
Oui, donc il y a plein d'histoires en fait dans l'histoire, parce qu'il y a tous les souvenirs d'enfance de Finn MacLeod qui se déroulent là, qui ont déjà à voir d'ailleurs, avec l'élevage de saumon, mais d'une manière un petit peu moins industrielle, où il va, dans sa jeunesse, il va se dérouler un drame que je ne vous révélerai pas. Et par la suite, donc, il y a aussi ce drame terrible pour son fils, qui est donc accusé de meurtre. Et il va retrouver des camarades de sa jeunesse qui ont évolué, pas forcément très bien d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est un voyage de découverte pour Finn. Redécouverte. Oui. Et il trouve les amis de son enfance qui ont partagé ensemble les aventures un peu dangereuses avec les conséquences tragiques et avec les échos dans le présent et peut-être dans l'avenir aussi. Et pour moi, c'était intéressant parce que j'ai rencontré ces personnages pour la première fois depuis 12 ans. Et je rappelle bien, quand j'ai fini la trilogie écossaise, il y a longtemps, en fait, j'étais en larmes parce que c'était comme mes amis vieux ont mort. Ouais. Et on dit au revoir aux personnages avec qui vous avez habité très longtemps. Et alors, c'était une expérience inoubliable à refaire la connaissance des personnages très proches de la cœur. C'est un très très beau livre, vous l'aurez compris, et avec beaucoup de rebondissements jusqu'à la fin. Ça s'intitule L'Oc Noir et c'est paru aux éditions du Rouergue Noir. Et c'est signé Peter May. On a senti à la rumeur qu'il y a eu que là les ventes de saumon vont chuter là dans les supermarchés du coin. Yahya, je te représente pas puisque Maët l'a fait avec tendresse et brio. Donc par contre, je vais parler du livre. Donc c'est N'oublie pas ton Arménie qui est paru aux éditions Zulma. Donc ton histoire commence en 1909 à Constantinople. On suit Maritza. Le sous-titre, c'est Les carnets de Maritza. Et Maritza quitte Constantinople, même avant le début du livre. Et c'est une jeune femme arménienne et elle est envoyée à Adana en mission humanitaire. Et là, elle rencontre le père Burak, qu'elle décrit comme un homme avenant, rayonnant, rassurant. Et après quelques jours sur place, en fait, Maritza et le père Burak assistent au massacre de la communauté arménienne par les Bachiboujouk, c'est-à-dire les mercenaires de l'Empire ottoman. Et Maritza et Burak arrivent à fuir et en fait commence pour les deux personnages une longue errance à travers l'Empire ottoman qui est en train de vivre ces dernières années. Et au fur et à mesure de leur avancée, ils sentent que l'Empire s'effondre et que de nouvelles revendications gagnent du terrain, des revendications nationales, mais en même temps les partitions religieuses résistent, elles tentent de se réinventer, donc les sociétés se divisent, les communautés s'affirment, tout le monde se méfie de tout le monde, et pendant des mois ils fuient vers l'Est, donc d'abord Alep, et puis Tabriz, et puis plus loin encore. Donc le contexte, je l'ai dit brièvement, ça se passe quelques années avant le début du génocide des Arméniens, mais on sent que le processus génocidaire, en fait, il est déjà en place, quoi. Pourquoi vous avez choisi de situer en fait votre récit à ce moment-là, en 1909 Pourquoi 1909? Oui, parce que on parle du génocide arménien en 1915, 1,5 million de morts, et qu'il y a une tentative, ce n'est pas une tentative, c'est toute une OPA chez le gouvernement turc pour dire que non, il n'y a pas eu de génocide et qu'il n'y a pas eu 1,5 million de morts. Mais en fait, tout cela a commencé à la fin du 19e siècle. Ce n'était pas nouveau. En 1894-95, déjà,
il y avait un massacre d'Arméniens à Urfa et toute la région. Déjà, parce que Bourak, dans le personnage, cet homme religieux, est un orphelin d'Urfa. Et ses parents ont été brûlés vifs à Urfa. Ça, c'est l'histoire. Je n'invente rien, ça, c'est l'histoire. Et quand on arrive en 1909, c'est les Bachibouzouk et les Kurdes de la Laïlari qui vont attaquer les Arméniens parce que différents, parce que chrétiens. C'est là que ça se passe. Mais en fait, ce qui m'intéressait au-delà des massacres, c'est le destin de ces femmes et ces hommes, et notamment de Maritza, qui est médecin envoyé donc en mission par la Croix-Rouge américaine, qui est établie à Constantinople. Et le père Bourak, qui est un orphelin, qui n'est ni père ni fils, puisqu'il n'a pas de père, qui n'a pas d'enfant, et qu'il est le père de tout le monde. C'est assez extraordinaire. Et ce sont ces deux dessins-là qui m'intéressaient, c'est-à-dire la condition humaine des femmes et des hommes placés dans une situation qui les dépasse, dans une histoire grandache que crivent les pouvoirs, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la destinée, qui maîtrisent la destinée d'un pays et d'un peuple. C'est eux qui déclarent les guerres. Et qui encaissent? Ce sont les femmes, les hommes, les enfants partout dans le monde. C'est une histoire sans fin. Ça a commencé il y a longtemps, il y a plusieurs milliers d'années. Et ça continue à ce jour. N'oublie pas notre Arménie. Ça veut dire ne pas oublier toutes les femmes et tous les hommes sur cette terre, tous ceux qui sont comme nous, toutes celles qui sont comme nous, c'est-à-dire des êtres aussi légitimes, des êtres aussi dignes et qui ont le droit de vivre. Parce que les Arméniens avaient le droit de vivre et ils ont le droit de vivre. Et puis parce que je suis fasciné par les Arméniens et les Arméniennes. Ce sont des femmes et des hommes que j'ai rencontrés en France, bien sûr, mais aussi à Alexandrie, à Beyrouth, un peu partout où je suis parti, j'ai rencontré des Arméniens. Et quelle espérance les habite! Quelle espérance les habite, ces femmes et ces hommes qui viennent de l'indicible. Et ils sont là. Les Arméniens et les Arméniennes sont dans le monde entier, parlent toutes les langues. Toutes les langues. C'est assez exceptionnel. Et peu ont la nationalité arménienne, puisque l'Arménie, aujourd'hui, c'est devenu une portion congrue. Et même, on a lâché le Haut-Karabakh par des raisons politiques, parce qu'il y a des pressions. Donc c'est un petit pays. Mais les Arméniens sont géants, sont grands. Ils sont partout. Ils parlent toutes les langues. Et l'Arménie les habite. Elle est là, dans leur cœur, ils la portent toujours. Et ça, c'est fascinant, je trouve. Et puis, donc vos personnages, ils fuient vers l'Est. Et en fait, c'est vrai que le livre raconte à la fois cette fuite, mais en même temps, dans chaque lieu qu'il traverse, à travers les yeux de Maritza et ses connaissances, on accède aussi aux différentes strates de construction, d'identité, les différentes conquêtes, les empires qui se sont succédés. Et on accède à des siècles, en fait, pour chaque lieu. Et on sent que chaque ville, même si elles sont parfois séparées de 100 km, a son histoire propre. Et on a l'impression que dans cette longue fuite qui après devient presque une errance en fait. Vous essayez à chaque fois de nous reconstruire la complexité d'une identité et en même temps de les annuler et que vous êtes en permanence en lutte avec cette notion-là même d'identité. Qu'est-ce qui définit ces villes? Qu'est-ce qui définit ces peuples qui s'affrontent sans arrêt? Oui, parce que pour moi, l'identité est un leurre, vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire et je le redirai toujours, c'est un leurre. C'est une appartenance. Cette terre, toute cette région du monde a été traversée par des populations venues de partout, par des croyances différentes. Alors, comme moi, j'ai travaillé je travaille encore sur le début du XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient? Parce que ce qui se passe au Moyen-Orient m'interroge, comme m'interroge nombre de personnes parmi vous. Et j'ai travaillé et j'ai découvert des choses hallucinantes. Hallucinantes. Par exemple, Halab, la ville d'Alep, aujourd'hui en Syrie, détruite, totalement détruite. Mais quand vous voyez au XIXe siècle ce qu'était Alep, c'est vertigineux. Il y avait toutes les religions qui étaient là. Vous avez des places entières où il y avait 5-6 cathédrales catholiques. Et de l'autre côté, vous avez les orthodoxes. De l'autre côté, vous avez les arméniens et des mosquées. Et toutes les voies de l'islam sont là. Dans le christianisme, tout est là, les juifs et tout. Et donc, à un moment donné, on va commencer à séparer les gens. Doucement, doucement. Et on arrive à quelque chose d'assez abominable,
nous sommes dans l'Empire ottoman, mais en fait, quand l'Empire ottoman n'existe pas, mais nous sommes aujourd'hui toujours dans cette idée d'écraser les femmes et les hommes, parce que, au nom d'une identité, au nom d'une pureté, parce que c'est cela en fait. À un moment donné, on se dit, moi je suis le plus légitime parce que moi je suis de telle religion ou parce que moi je suis de cet endroit ou pas. Mais le personnage de Maritza, au début on a l'impression qu'elle est piégée par l'histoire, par la géographie et l'histoire. Et en fait, après, elle va cheminer et elle va devenir beaucoup plus volontariste, on va dire. Non? Oui, parce qu'au début, elle ne comprend pas. Elle arrive, elle, pour faire en mission, juste pour examiner ce qui se passe, ce dont les Arméniens ont besoin, et repartir à Constantinople, qui est sa ville. Elle est née là-bas, ses parents sont là-bas, et il y a ce massacre qui arrive. Elle est effrayée. Le père Bourak l'emmène pour la sauver avec d'autres personnes, des enfants et quelques femmes. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle voit, elle passe par Incirlik, toutes ces villes qui brûlent sur son chemin. Et au fur et à mesure, elle voit le malheur des siens. Et cette souffrance, l'enfant qui demande du pain sur la route. Juste un peu de pain parce qu'il n'y a plus rien. Les granges qui brûlent, les terres brûlent, tout brûle. Et au fur et à mesure, elle prend conscience. Elle arrive à Alep et à Alep, elle pense que là, elle pourrait vivre. Mais non, Alep, c'est une révolution extraordinaire des populations arabes contre l'Empire ottoman. C'est Alep qui brûle. Et puis après, ils prennent peur et ils avancent et ils arrivent à Tabriz en passant par Ormiya et tout ça. Tout est raconté. Et quand elle arrive à Tabriz, c'est la révolution constitutionnelle iranienne. Et tout brûle encore une fois. Tout brûle chaque fois on pose le pied et il y a le feu. Il y a le feu qui pousse ces femmes et ces hommes à toujours chercher un gîte. Et dans mon roman, j'ai voulu que cette fuite se fasse vers l'Est, non pas vers l'Ouest. Tout le monde n'est pas venu vers l'Ouest. Et l'histoire ne s'est pas faite avec l'Ouest. Elle s'est faite aussi avec l'Est. Et les gens ont voyagé. Et puis aussi des gens du Nord sont partis au Sud, aussi dans l'histoire de notre humanité. Donc je veux dire, par là que j'avais envie qu'on replace les choses, que nous faisons partie d'une chaîne longue de notre humanité qui fait que nous avons voyagé parce que l'histoire a fait qu'à un moment donné, j'ai faim ici, je n'ai pas de terre, je pars avec mes enfants ou seul et je vais m'inventer ailleurs. Et d'un seul coup, par la suite, au XXe siècle, on a créé, déjà au XIXe siècle, l'histoire de l'État-nation, et puis par la suite les passeports et les visas. Avant, on voyageait sans passeport, sans visa, mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement les frontières, ce n'est pas simplement les passeports et les visas, c'est que les frontières sont dans les esprits des êtres. Dans la tête. Et on refuse l'autre. On cherche la moindre différence pour dire mais t'es pas comme moi. Tu n'es pas ta place. Pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a aussi une frontière que vous aimez à briser qui est entre les genres littéraires. Parce que le poème a une grande place en fait dans le livre. Et j'ai pensé, c'est Walter Benjamin qui disait, lui, pour les citations, quoi. Il dit, moi j'aime que mes citations, elles soient comme des bandits de grand chemin qui déboulent du talus et qui apparaissent en fait dans le texte. Vous faites ça avec les poèmes. Puisque le chemin de Maritza et de Burak sont constellés de poèmes, mais qui déboulent, on tourne la page et le récit est interrompu par des poèmes, mais qui ne sont pas là des bandits, mais plutôt c'est des chants de femmes qui sont plutôt des anges, et c'est presque des chants de paix à chaque fois. Et pourquoi vous avez tenu vraiment à articuler ça, le poème et le roman, de cette manière-là? Ce n'est pas une décision, ça vient comme ça. Ça vient au cours de l'écriture. Mais en même temps, il y a une démarche qui a été, volontaire, choisie, c'est que le récit, c'est Maritza. Maritza raconte la fuite. Mais Bourak est raconté par le cœur des femmes. L'homme de religion, cet homme de bonté, cet homme qui croit son cœur, qui entend son cœur, il n'a pas de voix. Lui, ce sont les femmes, le cœur des femmes qui le chantent parce que précisément, on a besoin d'une voix comme ça, et des voix de femmes, pas des voix des hommes, parce que nous avons, nous, échoué. Les voix des femmes qui sont... Donc, le récit, c'est Maritza, le cœur des femmes, c'est Bourak. Et, c'est-à-dire, ce poème venait au moment où, dans le cœur de l'écriture, quand j'étais... À un moment donné, c'est devenu difficile, l'écriture, il y a un silence qui s'instaure, et là, ça surgit le poème.
surgit la voix de femme qui me libère moi-même, l'écrivain, qui me libère moi et qui me fait avancer. Donc, on peut lire très bien en sautant la voix de la femme et continuer le récit. Ce serait mais on dommage. peut aussi, oui, ce serait dommage, mais on peut aussi lire les mots de ce chœur et continuer le récit parce que ça ne n'interrompt pas. Tout est imbriqué. Et les personnages eux-mêmes récitent des poèmes à l'intérieur, des poètes mystiques. Et vous nous introduisez aussi à certains courants de l'islam que moi je ne connaissais pas du tout, le jadidisme, le hanafisme. Et il y a comme ça encore différentes strates qui s'élaborent à mesure qu'on va vers l'Est. Et puis quand même, on pourrait clore avec Samarcande. Qu'est-ce qu'il découvre avec Samarcande? En fait, j'ai eu le privilège de connaître ces pays, d'y aller. Et pour moi, Samarcande, c'est l'enchantement. Samarcande, c'est la promesse. S'il y a une ville qui caractérise la promesse, c'est Samarcande. Parce que vous arrivez là et vous êtes saisi par la beauté de cette ville et par la beauté des gens. Parce que c'est formidable les chiens, c'est merveilleux les chiens. Mais les femmes et les hommes sont merveilleux. Ce sont la base de notre humanité. Et partout, il y a des citoyens de beauté, comme disait Jean Sénac. Et c'est sur ces femmes et ces hommes qu'il faut investir. Non pas sur les politiques. Les politiques, à jamais les rayer. Si on peut. C'est un combat à mener, bien sûr. Mais on peut investir sur les hommes et les femmes et sur les chiens aussi. Absolument, et les saumons. Et les chats. Absolument. Yahya Bellaskri, n'oublie pas notre Arménie, c'est paru aux éditions Zulma et ils seront tous les trois en signature au Salon du Livre. Allez à leur rencontre et prolongez le dialogue. Et merci achetez leur Yahya, livre. merci pour ton enthousiasme. Et puis il y a ce petit livre de poésie, donc De sable et de vent, qui vient de paraître aussi et qu'il faut trouver. Et puis bien sûr, il y a la revue Apulée. 400 pages, vous pouvez la garder toute l'année, c'est extraordinaire. Nous attendons. Elle est bon vendeur. Hein. On a rappelé le titre de Rodrigo Blanco Calderón, De l'amour des chiens, paru chez Gallimard, et puis aussi le livre de Peter May, L'Oc Noir, paru au Rouergue Noir, et puis le livre d'Elie Guillou, L'homme tempéré. Bravo Rodrigo, merci. Bon, vous n'avez plus qu'à prendre vos sacs et puis aller acheter tous ces livres, hein, c'est nécessaire pour votre année. Merci de votre attention. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup.